Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Émeric, radiologue, conférencier, chef de clinique et créateur de la chaîne de conférences en ligne Tuto Radio. Avant toute chose, je voulais d'abord vous dire un grand merci pour tous les messages d'encouragement et vos likes, vos abonnements sur ma chaîne et les réseaux sociaux. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir et surtout ça m'encourage à vous faire ces conférences et ce contenu qui m'ont déjà pris énormément de temps. Donc merci. La deuxième chose, c'est que pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à télécharger ci-dessous le guide des 10 étapes indispensables aux ECN pour ne plus faire d'erreurs en radiologie. C'est un guide d'analyse systématique des dossiers qui vous permettra de ne plus rien oublier sur n'importe quel dossier. Ça vous permettra également d'être abonné à ma newsletter pour recevoir des conseils et astuces en radiologie très régulièrement dans votre boîte mail. C'est parti pour cette nouvelle webconférence sur la spondylodicite. Alors la technique d'imagerie de référence pour la spondylodicite, c'est incontestablement l'IRM. L'IRM est vraiment la technique d'imagerie de référence. Néanmoins, on va parler d'abord des autres techniques. Pourquoi? La radiographie de rachis, la radiographie standard face et profil, doit être systématique lorsque l'on suspecte une spondylodicite. Pourquoi? Si votre patient a des rachialgies fébriles, des douleurs lombaires ou dorsales dans un tableau fébrile, il peut très bien avoir une fracture tassement vertébrale toute simple parce qu'il est tombé la veille et une pneumopathie par exemple. Donc, même si vous savez déjà que sur les radiographies, il y a un retard radioclinique de 3 à 4 semaines entre l'apparition de la pathologie et l'apparition des signes radiologiques, vous devez faire des radiographies pour éliminer des autres diagnostics différentiels comme tout simplement une fracture. Sinon, vous retardez la prise en charge en attendant l'IRM puisque c'est beaucoup plus facile d'avoir une radiographie qu'une IRM. En tout cas, le délai, bien évidemment, n'est pas le même. La deuxième chose, c'est que si vous avez une spondylodicite effectivement à un stade avancé, avec par exemple une lyse complète de la vertèbre, une destruction complète de la vertèbre, voire un recul de la vertèbre qui peut donner une compression médulaire par exemple, vous pouvez voir ces choses-là en radiographie à des stades très avancés. Bien sûr, c'est assez rare, la plupart du temps on les diagnostique avant, mais ce sont des situations à éliminer absolument. Donc radiographie systématique. Maintenant qu'on a dit ça, je répète que le retard entre l'apparition des signes radiographiques et le début de la maladie est assez important, 3 à 4 semaines. Et donc, on ne se fiera pas aux résultats de la radiographie. Autrement dit, une radiographie normale n'élimine pas une spondylodicite. Et la plupart du temps, les radiographies seront normales quand il y aura effectivement une spondylodicite à un stade débutant. Maintenant, on va parler du scanner. Le scanner, c'est une modalité extrêmement intéressante pour étudier les spondylodicites, mais qui est moins sensible que l'IRM. C'est-à-dire que l'IRM montrera déjà des signes au stade précoce, alors que ça ne sera pas le cas du scanner. Néanmoins, sur le scanner, on peut tout à fait voir un certain nombre de signes sur lesquels on va revenir après. Donc le scanner peut être intéressant également parce que c'est une modalité qu'on arrive à avoir plus facilement. On a un rendez-vous de scanner pour une suspicion de spondylodicite plus rapidement que pour une IRM. Donc c'est un élément à prendre en compte aussi. Si vous faites ce scanner pour rechercher une spondylodicite, il faudra faire une injection de produit de contraste pour rechercher des complications associées dont on reparlera tout à l'heure. Enfin, l'IRM, donc la modalité de référence pour cette pathologie, il faudra avoir plusieurs pondérations, c'est-à-dire plusieurs séquences d'analyse, mais on va faire très simple. Donc il faudra une séquence d'analyse en T1, c'est la séquence de base anatomique, une séquence d'analyse en T2, la plupart du temps avec saturation de la graisse, et une séquence avec injection de produit de contraste. Ces séquences seront la plupart du temps présentées dans le plan sagittal puisque c'est beaucoup plus simple pour analyser la colonne vertébrale. Et je vous invite à vous référer au guide pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces séquences et tous ces termes. Maintenant, on va en venir à la sémiologie, aux signes radiologiques. C'est parti!
Alors que ce soit en radiographie standard ou en scanner, les signes sont les mêmes. On va d'abord avoir une diminution de hauteur du disque, de l'espace entre les vertèbres qui va être plus ou moins irrégulier. Et puis ensuite vont pouvoir apparaître secondairement des érosions, ce qu'on pourrait appeler des géodes, mais c'est vraiment plutôt des érosions, c'est-à-dire un aspect irrégulier, un peu grignoté des plateaux vertébraux. Et plus la spondylodicite va être avancée, plus ces signes vont être marqués. À un stade plus avancé, on pourra avoir vraiment une destruction complète de la vertèbre et la plupart du temps, ces images sont en miroir, c'est-à-dire que l'infection étant centrée à la base sur le disque, cela va s'étendre en miroir au sein des deux plateaux vertébraux adjacents et puis ça pourra bien sûr atteindre d'autres plateaux vertébraux, d'autres étages. Enfin, l'IRM. Donc l'IRM, c'est vraiment la méthode diagnostique de référence. Les signes sémiologiques, comme vous pouvez le voir sur les images, sont finalement assez peu nombreux à maîtriser. La première chose, c'est l'anomalie de signal du disque intervertébral touché et des plateaux vertébraux adjacents si les plateaux vertébraux sont déjà atteints. Donc cette anomalie de signal du disque et des plateaux vertébraux adjacents, elle est la plupart du temps en hyposignal T1 et en hypersignal T2 sur les séquences avec saturation de la graisse. Donc finalement, ça apparaît en blanc. Le disque est en hypersignal, il apparaît très blanc, ainsi que les plateaux vertébraux autour du disque. Donc ça, c'est vraiment la sémiologie de base de la spondylodicite. Ensuite, vous pouvez avoir ce dont je vous ai parlé en scanner, c'est-à-dire un plateau vertébral irrégulier, toujours en miroir, voire une destruction de l'os au fur et à mesure du processus infectieux. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais pour l'instant, on se concentre sur la spondylodicite infectieuse, parce que certains d'entre vous savent que les pathologies microcristallines comme la chondrocalcinose, la goutte, des choses comme ça, peuvent donner des spondylodicites d'aspect pseudo-infectieux, mais on met cette partie-là de côté. On parle vraiment là des spondylodicites infectieuses. On passe maintenant à la recherche des complications et des signes de gravité. Alors maintenant que vous avez fait le diagnostic de spondylodicite, il faut s'assurer, comme à chaque fois, on suit toujours le plan que je vous ai donné dans le guide, qu'il n'y ait pas de signes de gravité. Alors, quels sont les signes de gravité pour la spondylodicite? On a d'une part la formation d'un abcès. Un abcès, ça veut dire que l'infection se collecte au sein, par définition, d'une collection qui peut être à n'importe quel endroit autour du processus. Ça peut être le disque lui-même, mais la plupart du temps, c'est en paravertébral, c'est-à-dire autour du disque et des plateaux. Ça peut par exemple aller diffuser dans les muscles psoas ou bien, plus grave, en épidural, c'est-à-dire en arrière du mur postérieur vertébral, où ça va pouvoir diffuser dans l'espace épidural, dans l'espace sous-dural et vous l'avez compris, donner potentiellement une réduction de calibre du canal vertébral et donc compression médulaire, compression radiculaire éventuellement. Donc l'abcès paravertébral ou épidural, c'est la complication majeure à rechercher dans le cadre d'une spondylodicite infectieuse. L'autre complication à rechercher, on en a déjà un petit peu parlé, c'est l'affaissement complet, la destruction complète de la vertèbre qui, à un stade avancé, peut donner un recul des éléments osseux de la vertèbre qui vont pouvoir éventuellement comprimer également les racines ou la moelle épinière et donner donc un tableau neurologique. On peut avoir ces complications sans qu'elles soient symptomatiques. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un tableau de compression médulaire sur une spondylodicite avec un abcès épidural, mais cet abcès épidural peut également ne pas être encore symptomatique. Donc vraiment très important, abcès paravertébral ou non, abcès épidural en particulier. Donc pour synthétiser sur la spondylodicite, l'imagerie de référence, vous l'avez compris, c'est l'IRM sans aucune hésitation. Néanmoins, imagerie de première intention systématique, radiographie standard, éventuellement scanner, mais en tout cas systématiquement radiographie standard et le scanner éventuellement si le rendez-vous d'IRM est, on va dire, pas immédiat, mais IRM, examen de référence avec injection de produits de contraste
hors contre-indication aux produits de contraste, bien entendu. Les signes sémiologiques sont en IRM une anomalie de signal du disque et des plateaux vertébraux adjacents en miroir, la plupart du temps en hypersignal T2 avec saturation de graisse, hyposignal T1 et prise de contraste après injection du disque, des plateaux, des parties molles adjacentes. Et enfin, dans les complications, on recherchera principalement la formation d'une collection paravertébrale et essentiellement épidurale intracanalaire qui peut potentiellement donner une compression médulaire ou radiculaire. C'est fini pour cette nouvelle webconférence sur la spondylodicite infectieuse. J'espère que ça vous aura clarifié le sujet. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager, à commenter ci-dessous les difficultés que vous avez avec ces items et les prochains items que vous voudriez que je traite. J'espère que vous êtes toujours aussi motivé que moi pour progresser en radiologie et maximiser vos chances de réussite aux ECN. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto radio. Ciao!